Eh bien bonjour les BG, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon personnage favori de Jujutsu Kaisen alias Yuta Okkotsu. Et pour moi, quand on parle de puissance dans l'œuvre qui est Jujutsu Kaisen, on a tendance à beaucoup trop sous-estimer ce personnage et aujourd'hui je voudrais remédier à ça en vous parlant de, pour moi, sa puissance malsaine. Yuta Okkotsu est un personnage majeur de Jujutsu Kaisen et le principal protagoniste de la série préquelle Jujutsu Kaisen 0, l'école d'exorcisme. Il était à l'origine un humain maudit par son ami d'enfance Rika Horimoto. Il a ensuite été encadré par Satoru Gojo et inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo par celui-ci. Il est actuellement en première année avec Maki Zenin, Panda et Toge Inumaki. Il est étudiant en Afrique avec Miguel mais est revenu au Japon juste après le drame de Shibuya. Je veux avoir une connexion avec quelqu'un, je veux être utile à quelqu'un, je veux que cette confiance me donne l'impression de vivre. Et oui, ces quelques mots prononcés sont une citation de Yuta Okkotsu, et pour moi, cette citation est un peu ce qui va mettre le feu aux poudres à la description de l'âme de notre protagoniste. Comme l'a déclaré Geke lui-même dans ses précédents commentaires, le trait de caractère central de Yuta est son indécision. En d'autres termes, Yuta manque tellement de confiance qu'il ne prend pas de décision pour lui-même et se fie entièrement en ce que disent les autres. Ainsi, le défaut central de Yuta, auquel il est confronté dans le volume 0, est sa codépendance avec les autres. Qu'on se le dise tout de suite, ce besoin de codépendance et ce besoin d'être reconnu à sa juste valeur par les autres n'est pas un désir malsain, en quelque sorte. C'est avant tout une transcription de l'âme de notre protagoniste. Et en plus, ce désir est aussi partagé par un autre protagoniste, celui de Yuji. Et vous allez voir, ce désir avant tout sain pourrait présenter quelques épines et devenir quelque chose d'un peu plus malsain par la suite. Il n'y a rien de mal à ce désir, il est même parallèle à celui de Yuji d'une certaine manière. Yuta veut être entouré de personnages lui dictant ses actes pour se valider, qui lui disent que c'est bien et ainsi avoir le droit de continuer à vivre. Yuji quant à lui veut que sa vie signifie quelque chose, il veut aider les autres pour qu'il soit entouré de beaucoup de gens quand il mourra. C'est fondamentalement le même désir, un désir d'aider autrui et d'être nécessaire aux gens pour qu'il n'ait pas à être seul ou à se sentir seul. Cependant, il existe un aspect malsain à l'égard de ce comportement. Maki est le premier à l'appeler. Yuta est-il réellement une bonne personne ou agit-il simplement comme tel pour qu'on le traite gentiment? On le sait, Yuta est entièrement passif. Et plutôt que de contrôler activement les circonstances de ses actes, il a tendance à jouer la victime et à faire semblant d'être impuissant. Il se considère comme une bonne personne qui n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive, et cela peut le rendre aveugle de ses propres défauts. Yuta ne semble jamais se rendre compte quand il pourrait avoir tort, car son point de vue est biaisé, puisque dans chacune des situations qu'il vit, il n'est qu'une bonne personne innocente et victime de cette situation qui lui arrive. Or, Geke Akutami nous montre rapidement la limite de son indécision, et de sa codépendance dans sa relation exprimée avec Rika. Puisque ce n'est pas Rika qui a maudit Yuta, mais bien Yuta qui a maudit Rika, car il ne supportait pas l'idée de la perdre et n'assumait en aucun cas le fardeau que représenterait sa mort à ses yeux. Ainsi, Geke dresse une limite de ce paradoxe, nous montrant ainsi l'ensemble des conséquences qu'intervenaient si le monde fragile de Yuta venait à s'effriter ou au pire à disparaître. Un filtre minime de la dangerosité malsaine de Yuta. Pour beaucoup, la représentation de la puissance et de la dangerosité d'un personnage est surtout représentée par sa capacité à produire et à contrôler son énergie occulte. Mais à mon goût, beaucoup sous-estiment la dangerosité de la transcription de notre âme. Mais c'est un point qu'on pourra étayer par la suite. Reprenons alors sur les capacités presque sans limite de Yuta. L'essence de sa force démoniaque, pour beaucoup, c'est la représentation principale de la véritable puissance de Yuta Okkotsu. Et pourquoi ces capacités sont telles que l'on vient à se demander quelles sont les limites à son pouvoir. En tant que fléau, Rika a une énergie occulte illimitée qui peut être façonnée dans n'importe quelle technique. Elle ne s'est pleinement manifestée que 2 fois, pourtant les 2 fois ont montré qu'elle était vraiment l'un des fléaux les plus puissants qui ait jamais existé. Tout en entendant Yuta, elle pouvait attaquer quiconque se rapprochant trop près de lui en utilisant ses bras pour se manifester pleinement. Et il pouvait tirer d'elle une énergie occulte colossale. Se manifestant pleinement avec seulement un petit pourcentage de son pouvoir, Rika pouvait facilement tuer des fléaux gigantesques. Après avoir dépassé ses limites, le pouvoir de Rika était bien au-delà de tous les fléaux de ce gourou réunis dans sa technique spirale. La malédiction de Rika Horimoto a été par la suite brisée avec succès, et son âme s'est libérée de l'emprise de Yuta, lui permettant alors enfin d'accéder à l'au-delà.
Cependant, la forme de Rika en tant que fléau est restée avec Yuta, comme une entité complètement différente. Grâce à sa liaison avec Rika, Yuta avait la possibilité de pouvoir copier les sorts sans condition, ainsi qu'une énergie occulte presque inépuisable. Selon Kenjaku, le sort inné de Yuta se confondait avec l'âme de Rika qui était attachée à lui. Bien que la malédiction de Rika se soit détachée de lui, Yuta a conservé l'immense quantité d'énergie occulte. Il a admis que la quantité de son énergie occulte était encore plus grande que celle de Satoru Gojo. Après son année à l'étranger, Yuta est retourné au Japon avec un contrôle beaucoup plus poussé sur son énergie occulte. Il a compensé son manque de force physique en renforçant tout son corps et son âme par un flux constant d'énergie occulte. Cet état augmente fortement sa force et sa vitesse et rend ses adversaires incapables de lire ses flux d'énergie et donc de prédire ses mouvements. La puissance de Yuta est venue du fait qu'il est maudit Rika. Certes de manière non intentionnelle, mais ça vient quand même nous poser certaines questions sur la nature véritable de son âme. Et pour ça, il n'a qu'à voir le film Jujutsu Kaisen 0. En effet, on apprend assez vite que Yuta ne tient pas sa force de Rika, qui en est que le réceptacle. Yuta est capable de créer un monstre apte à gérer sa force malsaine. Hélas, ça ne montre toujours pas pourquoi Yuta serait un personnage vraiment dangereux, au-delà de sa puissance maudite. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, lui tout comme Yuji ne considère leur valeur et donc leur vie qu'à travers le regard d'autrui. Au-delà d'être l'essence même de ce qu'ils sont, c'est la caractéristique qui devient en quelque sorte la justification et l'origine même de sa puissance. Il n'a qu'à voir jusqu'à où il est prêt à aller pour protéger et justifier sa vision. Il est prêt à abandonner ses propres sentiments et à rejeter toute moralité conventionnelle pour cette vision paradoxale. C'est cet aspect-là qui le rend d'autant plus redoutable. Imaginez-le maîtrisant son océan de capacités maudites, couplé à ce besoin de validité d'autrui, entremêlé à sa vision moralisateur et la volonté qu'il est prêt à exprimer pour ça. Yuta représente pour moi la véritable représentation de la dangerosité malsaine à son paroxysme. Dans ce monde où la moralité et notre conviction ne sont pas universelles et non hiérarchisées. Vers la fin du film, on se rend compte que Yuta exprime et dévoile enfin sa véritable puissance, dans l'unique but de sauver ses copains. Et ça, c'est quelque chose qui nous en dit long sur les intentions de ce personnage. Il exprime cette puissance et cette volonté d'agir uniquement dans le but de préserver son monde, par pur égoïsme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier notamment par la suite de l'œuvre, avec l'incident de Shibuya. Il n'a presque aucune connaissance du monde qui l'entoure, mis à part ce cercle réduit d'amis et ce cercle réduit de personnes. Quand sa puissance est à son paroxysme, c'est uniquement dans le but de défendre son monde. En fait, ce que je trouve malsain dans ce comportement-là, c'est que je suis presque sûr qu'il n'agirait pas de sa propre volonté si cette action ne favoriserait pas un lien social avec une autre personne. C'est-à-dire qu'en dehors de ce cercle, en dehors de ce monde qu'il a créé, je le vois mal utiliser sa puissance. Et ça, c'est quelque chose d'assez malsain en fait finalement. Parce que on a déjà vu les conséquences que ça aurait si ce monde viendrait à faiblir ou pire, à se détruire. C'est une énergie maudite incontrôlable, c'est un pouvoir dangereux et qui, aux yeux des plus grands, viendrait à s'éteindre. En bref, cette vidéo était là pour mettre un œil nouveau sur la représentation de la puissance et de la dangerosité d'un personnage, dans n'importe quelle œuvre. Ici, j'ai pris une œuvre qui est Jujutsu Kaisen parce que c'est une œuvre que j'ai apprécié lire et que c'est là pour moi que ça a été le plus flagrant à voir, c'est cette capacité qu'a certains auteurs à exprimer une puissance, une dangerosité, autre part que dans les capacités d'un personnage et de ses pouvoirs. Finalement, la dangerosité et la représentation de la puissance peut se faire valoir par la transparence de notre âme. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment avec le personnage de Yuta, mais aussi dans une certaine mesure avec le personnage de Ryumen Sukuna, ou encore pire, avec Yuji. En bref, voilà, c'était tout pour moi. Une vidéo assez simple, assez courte, pour vous expliquer la dangerosité malsaine que représente Yuta Okutsu. Je finirai sur un seul mot, épicé.